Bonjour les enfants, vous avez bien écrit la date du jour dans vos carnets? Le 3 juillet 2050? Alors, reprenons où on en était. On a vu le Fordisme, et qui est capable de me donner le nom de la révolution automobile qui a eu lieu dans les années 2010? Personne? Et vous la connaissez? Vous allez sûrement me dire que j'exagère. On va quand même pas inventer un nouveau nom à chaque fois qu'il y a un PDG, une entreprise qui se développe autant que Tesla. Oui, mais là on parle quand même d'une révolution dans la manière de produire, dans la manière de penser. Pareil, un petit bout. Bref, une véritable révolution automobile. Alors, accrochez-vous dans votre voiture électrique, vous allez être surpris. Ou plutôt, surprise. Partie 1, les Gigafactories. On est d'accord, rien que le nom ça en jette. Les usines Tesla sont nommées les Gigafactories. Elles ne sont pas vues comme des simples usines, mais comme un produit en elles-mêmes. Et elles sont construites dans l'idée que l'automobile va évoluer. Ces usines peuvent être modulées afin de construire des nouveaux modèles. Le potentiel d'amélioration des usines est 10 fois supérieur aux concurrents. Fini l'idée de une usine pour un modèle. L'espace de l'usine est beaucoup plus réfléchi. Si on compare l'espace vraiment utilisé pour les voitures par rapport à l'espace dit vide, qui ne sert pas dans la production de la voiture. Dans la plupart des constructeurs automobiles, les usines tournent à 97% d'espace inutile à la construction même de la voiture. Et chez Tesla, on passe à 70%. Personnellement, je trouve que déjà 70% qui ne servent pas à la construction de la voiture, ça reste encore beaucoup. Et ceci permet qu'avec la même usine en superficie, Tesla arrive à produire 5 à 10 fois plus de voitures. Et en optimisant la performance, on obtient une baisse des coûts et un gain d'efficacité. Pourquoi une baisse des coûts? Partie 2, la conception du travail révolutionnée. Tesla est capable d'accélérer la production et de réduire les coûts. Oh, c'est de la magie. De la magie ou presque, car comme on l'a dit, c'est surtout que tout a été optimisé. Tellement optimisé que la main-d'œuvre, le personnel humain, devient de moins en moins nécessaire. Mais ça n'est que le début. La véritable révolution, c'est la gigapresse. Bon, c'est assez facile les noms chez Tesla, hein. Toujours giga quelque chose. Cette gigapresse est un moule géant qui permet en quelques secondes de créer la majorité de la carrosserie. Alors qu'auparavant, il fallait une centaine de pièces juste pour ça. Je m'appelle Gripsou, le clown danse. Alors qu'auparavant, il fallait une centaine de pièces juste pour ça. Le but est bien sûr de réduire le coût et de faciliter la construction. Ainsi, les prix vont baisser et devenir de plus en plus accessibles pour tous. De la magie, je vous dis. Après, ça devient tellement efficace qu'à terme, Elon Musk voudrait supprimer toute la main-d'œuvre humaine. Le but affiché, c'est d'obtenir des Tesla neuves à 20 000 €. Et si ça se réalise, je sais pas si vous imaginez, mais ça voudra dire qu'avoir une Tesla sera quelque chose de tout à fait banal. Et on n'y est pas encore, mais on s'y approche. On détaillera pas la stratégie de Tesla dans cette vidéo, mais en gros, ils ont commencé par vendre des modèles de luxe qui ont permis de rapporter beaucoup d'argent pour pouvoir développer des modèles de moyenne gamme. Et ensuite, ils espèrent obtenir des modèles vraiment accessibles à tout le monde. Bon, là, c'était en résumé. Partie 3, le muskisme. Difficile à dire. Le Fordisme a été une révolution pour plusieurs raisons. Principalement parce que le fait de concevoir enfin des voitures en série a permis de réduire drastiquement les coûts. Ford a élaboré une conception où les tâches étaient individualisées, ainsi plus rapides à faire. Après, c'est pas des super jobs, hein, ça devait être très monotone. Mais ça, c'est un autre débat. Et un autre point qu'on oublie trop souvent, ce qu'il faut pas oublier dans le Fordisme, il fallait garder à l'esprit que les employés devaient être suffisamment payés pour pouvoir se permettre d'acheter eux-mêmes les voitures qu'ils produisaient. La Ford T. Ainsi, les employés étaient heureux, et en achetant des voitures, ils augmentaient la demande. Donc Ford aussi était content. Mais Elon Musk, il fait pas l'inverse en voulant licencier et remplacer les hommes par des machines? Hélas, oui. Et d'ailleurs, comme beaucoup d'industries. En cas de crise, on diminue les salaires, même si au final, ça va aussi diminuer la demande. C'est vraiment trop injuste. Bref, on voit bien ici que cette stratégie n'est pas propre à Elon Musk ou à Tesla. Donc on peut pas parler de muskisme, toujours aussi dur à dire, juste avec ça. Alors certes, il y a des innovations, des améliorations avec la conception des voitures. Les gigafactories, les gigapresses sont assez impressionnantes. Mais de là à parler d'une révolution... Attends, le muskisme, il n'existe pas alors?
Mais pourquoi tu fais cette vidéo? Tout ce charabia pour rien? Quand je me suis lancé dans ces recherches, je pensais parler du muskisme en rigolant. Et pourtant, il existe bien ce terme, mais on l'emploie pas tellement pour désigner la nouvelle manière de produire les voitures, mais plutôt la nouvelle conception que peut avoir un PDG, son nouveau rôle. Il révolutionne l'image même qu'on a d'un PDG. Vous vous intéressez pas aux autres PDG ou aux autres patrons de grandes entreprises. Il y aurait rien de très captivant. Pourtant, avec Elon Musk, on ne peut pas rester indifférent. On peut le détester, ou on peut d'un autre côté l'apprécier. Bref, on ne peut pas y être indifférent. Il incarne à lui seul l'Iron Man des temps modernes. Avec lui, on espère plus seulement qu'un PDG fasse du profit. On espère aussi qu'un PDG soit moteur d'innovation. Et lui se voit sincèrement comme le futur sauveur de l'humanité. Donc finalement, un capitaliste extrême, mais humaniste. La Terre est condamnée. Et Elon Musk peut nous paraître comme le dernier petit espoir qu'on peut avoir de sauver l'humanité en allant sur Mars. Et ce nouveau monde martien serait permis pas par une institution ou une société, mais par un milliardaire. Le développement d'une société basée finalement sur la fortune d'un milliardaire. Est-ce que nous allons progresser ou régresser en allant sur Mars? Autre grande nouveauté dans le muskisme, c'est qu'on mêle la politique et l'économie. Avant Elon Musk, jamais une personne pouvait autant influencer sur les deux terrains. Autre semi-nouveauté, Elon Musk illustre à quel point maintenant les entreprises sont basées sur la spéculation. À tel point qu'il y a des discussions pour savoir si Tesla, SpaceX, toutes ces entreprises ne sont pas des bulles financières. Autrement dit que leur valeur ne dépend pas de ce qu'elles produisent ou de ce qu'elles sont, mais seulement parce que des gens veulent investir dedans. Si les financiers ne veulent plus investir dedans, toute la valeur de l'entreprise chute. Partie 4, Elon Musk, Tesla, trop en avance sur leur temps. On peut apprécier ou non Elon Musk, mais en tout cas on peut pas nier qu'il a du talent, car il est parti de rien, il a su surmonter les échecs pour arriver là où il en est aujourd'hui. Quand il a commencé à développer les fusées réutilisables, à l'époque je m'en souviens, on se moquait de lui. Personne ne le croyait, il avait du mal à trouver les financements, si bien qu'il a failli mettre la clé sous la porte. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu une norme. Actuellement, il essaye à tout prix qu'on aille coloniser Mars. Pourtant, on a du mal à aller sur la Lune. Serait-il encore une fois trop en avance? Car que ce soit pour aller sur Mars ou pour l'histoire des fusées réutilisables, on entendait les mêmes critiques. C'est impossible. Mais restons sur la production et sur les usines. Là aussi, Tesla est peut-être trop en avance. Les usines sont tellement performantes, la demande est telle que les structures qui sont en amont n'arrivent pas à fournir. Il manque des pièces. Tesla crée des usines qui produisent de plus en plus vite. Ils en demandent toujours plus. Mais les entreprises qui créent les pièces qui serviront dans les usines, elles n'ont pas autant de turbos. On arrive parfois à des situations de blocage où par exemple ils sont obligés de faire livrer des pièces en avion pour fournir assez rapidement les usines. Voiture électrique qui se veulent écolo et dont les pièces sont livrées en avion. Paradoxal? Mais non, enfin. Ouais, enfin. Pas plus que d'envoyer des fusées dans l'espace à rythme de 1 toutes les 2 semaines. Lancements qui sont en partie financés grâce aux gains faits sur des voitures électriques. Voitures électriques pour financer des fusées, c'est pas très écolo tout ça. Partie 5. Et si Elon Musk n'était pas plutôt une victime du muskisme? Certains s'interrogent si la mégalomanie de Elon Musk n'a pas été démultipliée par la fortune et surtout par les comparaisons qui sont faites entre lui et Iron Man. Un homme transformé par le regard de la société. Est-ce que c'est vraiment un homme libre? Une autre innovation dans Tesla, c'est que vous ne voyez aucune pub à la télé pour leur voiture. Mais par contre, ils ont Elon Musk. Et imaginez le nombre de pubs qu'il faudrait remplacer pour compenser la médiation qu'entraîne Elon Musk. Alors Tesla, certes, ne dépense pas d'argent dans des pubs, mais utilise Elon Musk. Serait-il pas simplement une marionnette? Pour conclure, le muskisme existe bel et bien, mais il fait pas tellement référence à la nouvelle manière de produire des voitures, mais plutôt à la nouvelle conception, au nouveau regard que des PDG ou des personnes riches peuvent avoir dans notre société. Là où avant c'était les promesses des États qui nous permettaient de rêver, maintenant on remet notre espoir vers des milliardaires pour espérer le changement. Ce sont eux qui nous font rêver. Sur cette conclusion un peu pro-capitaliste, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker, commenter, vous connaissez la chanson. Je vous dis à la fois prochaine, c'était Francis Boyer de Voir Autrement.